Ok, bonjour à tous. Donc je vais réenregistrer la vidéo sur le chapitre 9 d'algorithmique parce que j'avais un problème de son. Donc je reviens effectivement sur les objectifs, on va dire, du programme en ce qui concerne l'algorithmique. Donc on va en fait traiter, on va voir un ensemble d'algorithmes assez simples permettant de comprendre en fait quels sont les enjeux de la discipline. Donc d'abord, le parcours séquentiel d'un tableau, vous verrez quelque chose d'assez facile et assez naturel. Ensuite, on verra un certain nombre d'exemples de tri, donc la tri par insertion et par sélection. Ensuite, on verra justement un algorithme un peu particulier qui s'approche, on va dire, de domaine d'intelligence artificielle, même si c'est pas tout à fait dans l'intelligence artificielle directement. Et ensuite, nous verrons donc d'autres méthodes d'algorithmes, notamment des algorithmes de dichotomie et des algorithmes qu'on qualifie de gloutons. Donc ça, ce sera plutôt pour la fin. Ok. Alors, dans cette première séance, pour l'instant, je vais commencer par un certain nombre de généralités sur les algorithmes. L'algorithmique, c'est une on va dire, discipline qui est à la fois très ancrée dans les maths, à la fois très ancrée dans l'informatique, on va dire, dans la programmation directement, mais on va dire qu'on se situe à un niveau au-dessus, en fait, de la programmation pure et dure. Vous en êtes rendu compte dans les différents TP qu'on a pu réaliser, notamment ces derniers temps dans la manipulation de table. Alors on a des problèmes techniques de programmation, à savoir comment écrire les choses, mais la principale difficulté vient surtout de comment répondre justement à un problème donné. Quand on avait le tri d'une table, justement, comment faire pour trier cette table correctement en tenant compte des cases alentour. Quand on voulait fusionner, c'était comment justement fusionner deux tables qui n'ont pas forcément les mêmes descripteurs. Voilà, donc quand on arrive à se poser ces questions-là, à savoir comment résoudre un problème donné, on sort en fait de la programmation pure et dure et on rentre dans un domaine qui est indépendant du langage utilisé, qui s'appelle l'algorithmique. Ok? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un algorithme? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition d'un algorithme? Alors la définition la plus simple, c'est de dire que c'est une suite d'instructions pour résoudre un problème. D'accord? C'est ce que je viens d'expliquer justement. Alors il nous convient de définir correctement qu'est-ce qu'on appelle une suite d'instructions. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est que résoudre le problème? Alors plus rigoureusement, un algorithme, c'est un processus systématique, d'accord, de résolution d'un problème, permettant de décrire les étapes vers le résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est vraiment la description de savoir comment je résous mon problème. C'est pas le fait juste d'avoir la solution, c'est vraiment de savoir comment justement j'arrive à cette solution-là. En d'autres termes, un algorithme, c'est une suite finie, donc j'ai un nombre fini d'instructions, ça c'est une obligation d'un point de vue informatique, parce que l'objectif, c'est quand même si j'ai une infinité d'opérations à effectuer, je n'aurai jamais le résultat, voilà. Même si les ordinateurs sont très rapides, chaque exécution, chaque instruction a un temps d'exécution, et donc je n'obtiendrai jamais le résultat. Donc une suite finie et non ambiguë d'instructions permettant de donner réponse à un problème. Alors le terme non ambigu justement est assez intéressant ici. Alors j'en parlerai après, mais un des exemples justement les plus courants d'algorithmes, c'est les notices de montage. Donc on peut penser aux notices de Lego, notices de construction d'une certaine marque suédoise, je crois, d'ameublement, enfin bon, etc., etc. Vous avez tous été confrontés, je pense, à des notices, en l'occurrence, qui sont mal conçues. Et ces notices qui sont mal conçues, en général, c'est très agaçant, on s'énerve très facilement, et voilà. Alors d'où vient le problème? Il vient du fait que les instructions ici sont ambiguës. Donc si les instructions sont ambiguës, on ne sait pas ce qu'on a à faire, et ça pose un problème. Alors de toute manière, sur un ordinateur, la question ne se posera pas, puisque l'ordinateur
effectue exactement ce qu'on lui a demandé de faire et il est incapable de prendre une décision, enfin à proprement dit, parmi toutes les possibilités. Donc il faut que ce soit non ambigu et que ce soit justement automatisable, réalisable sur une machine. Alors essentiellement les ordinateurs aujourd'hui, mais ça peut être réalisable sur d'autres types de machines. On peut penser justement à un certain nombre d'exemples historiques. Alors, des exemples d'algorithmes. Alors, l'algorithmique, je dis que c'est... alors, on était à cheval, en fait, entre les mathématiques et l'informatique. L'informatique est une discipline très récente. L'algorithmique existe depuis beaucoup plus longtemps que les ordinateurs. Alors, c'est vrai que c'est une discipline qui a pris un vrai essor, justement, avec l'arrivée de l'informatique. Mais les algorithmes existent depuis le début de l'humanité, on va dire. Voilà. Alors, premier exemple, pas du tout scientifique, mais c'est la recette de cuisine. La recette de cuisine est très intéressante parce que en fait, on a tous les, sans vouloir faire de jeu de mots, tous les ingrédients justement constitutifs d'un algorithme. J'ai donc les ingrédients, la liste de tous les ingrédients avec le poids exact a priori. Ensuite, j'ai une série d'instructions avec un vocabulaire technique en général qui est très présent, justement. Donc ça, c'est le côté non ambigu. Et à la fin, si je respecte toutes ces instructions-là, justement, j'obtiens le plat, toujours le même plat, quoi qu'il arrive, si je respecte exactement la recette. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vie courante, mais en tout cas, d'un point de vue schématique, on comprend bien quelle est l'idée de la recette de cuisine. Alors, deuxième exemple qui, lui, est issu des maths, l'algorithme d'Euclide pour obtenir le PGCD de 2 entiers. C'est un algorithme que vous avez vu, a priori, en classe de 3e. Et le PGCD, je rappelle, c'est le plus grand commun diviseur de 2 entiers. Alors, peu importe quelle est l'utilité, on va dire, de cet algorithme, ce que je vais vous montrer juste, c'est que les algorithmes, vous en connaissez. Euclide, par exemple, c'est quand même du temps des Grecs, donc c'est quand même pas nouveau. Alors cette année on a vu d'autres algorithmes, j'ai envie de dire qu'on en a vu énormément toute l'année, mais c'est quand même bien de les reciter. J'ai commencé l'année justement avec l'algorithme de conversion pour un nombre écrit en décimale vers une écriture binaire, et réciproquement d'une écriture binaire vers une écriture décimale. On a vu également, alors on l'a pas vu l'algorithme a priori, mais on l'a quand même utilisé un algorithme de tri. D'accord? Donc c'est des choses qui sont assez connues. Je peux vous donner des exemples plus concrets que je pratique tous les jours. Enfin tous les jours, pas tous les jours, mais assez régulièrement, on va dire. J'ai un paquet de copies, corrigé ou pas. A priori, chez moi, il n'est pas souvent corrigé. Ou en cours de correction. Et mon objectif, c'est de le ranger dans l'ordre alphabétique. Alors c'est très intéressant. Vous pouvez essayez justement de jouer le jeu. Vous avez votre paquet de copies avec des noms, vous prenez des noms au hasard et vous réfléchissez à savoir comment vous triez le paquet en général dans l'ordre croissant. Il s'avère que en tant qu'être humain, on est très souvent pas très efficace. On fait des choses qui fonctionnent, mais en l'occurrence qui ne sont pas très efficaces, on verra ça ensuite. Alors, d'autres exemples que vous utilisez très souvent. Alors ça j'ai remarqué que justement quand vous utilisiez vos ordinateurs de la région, étant donné que c'est pas vous qui avez installé justement les logiciels, dès qu'il y a un logiciel dont je parle, en fait vous allez chercher ici dans la barre de menu qui est en dessous de Windows, de recherche pardon, et bien quand vous tapez un nom, par exemple Notepad, et ben il y a un algorithme qui va tourner derrière qui va permettre justement à l'intérieur de l'arborescence des fichiers, sur laquelle on a déjà travaillé sous Linux, mais voilà. Dans cette arborescence, eh ben, l'objectif est d'aller chercher un fichier. Donc, on a un algorithme qui tourne derrière. Voilà. Alors d'autres exemples de la vie courante. Quand vous avez un CD et que vous voulez convertir en MP3, il y a un algorithme derrière justement. Alors on pourrait voir aussi les méthodes de compression de fichiers quand vous rendez les fichiers sur Pronote. Vous créez très souvent un dossier compressé. Derrière, il y a un algorithme qui tourne. Et puis ensuite, des algorithmes un peu plus élaborés. Donc là, je parle du plus court chemin. Alors, vous avez tous utilisé une fois ou l'autre
une application de navigation, donc les plus connus sont Waze, Google Maps, ce genre de choses-là. Vous rentrez donc une adresse de départ, une adresse d'arrivée, et il y a un algorithme derrière qui va vous donner le plus court chemin. Alors évidemment qui va différer si vous êtes en voiture, à pied ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il vous donne le résultat. Bon, ici, on a encore des algorithmes. Je pourrais parler également des protocoles Internet, qu'on a déjà vu, il y en a un certain nombre. Tout ça, ce sont des algorithmes qui sont standardisés, etc., etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, là derrière, c'est que... Alors très souvent, on pose la question à savoir à quoi servent les maths. Même à quoi sert l'informatique, ça on pose un peu moins la question, mais en général à quoi servent les maths. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous ne faites pas de maths et d'informatique, en réalité, vous baignez dans un environnement qui est truffé d'algorithmes. Il y en a partout. Quand vous envoyez un message, il y a des algorithmes qui tournent, il y en a même plein. Quand vous allez payer quelque chose chez un commerçant, il y a des algorithmes qui vont tourner. Quand vous allez sur Internet, il y a des algorithmes qui tournent, etc., etc. Donc en réalité, c'est une discipline, j'ai envie de dire, qui est franchement fondamentale, en fait, pour appréhender un cours d'algorithmique, un cours d'informatique, pardon. Voilà. Alors, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Maintenant, la question, c'est comment on écrit un algorithme. Alors, c'est un peu particulier, c'est surtout ça qui fait que, en général, les élèves ont du mal à saisir en fait l'intérêt ou pourquoi on fait cette chose-là. Le problème, quand on a un problème, très souvent, il est écrit en langage naturel. Alors, ce que j'appelle le langage naturel, c'est pour nous le français, mais bon, peu importe la langue, c'est totalement indépendant de savoir si vous écrivez en français, en anglais, en japonais ou je ne sais quoi. Le problème reste le même. Donc, il est écrit en langage naturel. L'algorithme, lui, on va l'écrire dans un langage, ce qu'on appelle un pseudo-langage, qui est à cheval entre le langage naturel, on utilise des mots que tout le monde comprend, mais qui se rapproche quand même, dans la manière d'écrire les choses, d'un langage de programmation. Alors on va pas faire de théorie du langage cette année dans le cours de NSI en première, mais il faut savoir que, quels que soient les langages de programmation, il y a de la théorie derrière formelle, qui se rapproche beaucoup en fait de ce qu'on peut voir en français. Donc la grammaire, l'orthographe, etc., etc. Donc c'est un domaine qui est très intéressant, qui est à cheval entre les langues et on pourrait dire l'informatique formelle, on va dire plutôt. Voilà. Mais on a un certain nombre, alors tout ça pour dire quoi, que dans tous les langages de programmation, on a un certain nombre de, on va dire, de syntaxes qui sont tout à fait similaires. En Python, on écrit un égal pour une affectation, on écrira nous en algorithmique une flèche parce que pédagogiquement c'est plus intéressant, mais si vous voulez, tout ça c'est la même chose. Alors, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que le devenir d'un algorithme, a priori, c'est quand même qu'il soit implémenté sur une machine. Alors quand on parle d'informatique, on va implémenter ça dans un langage de programmation, donc Python, langage C, Camel, Pascal ou d'autres langages, etc. Mais l'objectif d'un algorithme, c'est qu'il puisse être justement réalisé, j'ai envie de dire, concrètement. Alors après, sur la structure d'un algorithme, on a trois parties. Donc là, il faut revenir un tout petit peu, imaginer la recette de cuisine. C'est là où elle est très intéressante. Quand j'ai un algorithme, j'ai d'abord les données de mon algorithme. Les données de mon algorithme sont en fait les données du problème considéré. De quoi mon algorithme a-t-il besoin pour pouvoir exécuter sa tâche, à savoir résoudre le problème. La deuxième partie, c'est le corps de l'algorithme. C'est donc à l'intérieur de ce corps que on a la résolution du problème. Exactement, c'est là la partie la plus intéressante. Et les sorties de l'algorithme, en général, c'est le résultat du problème. Donc, suivant le type de problème, les sorties ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, attention à ne pas confondre données et sorties avec ce qu'on appelle couramment les entrées-sorties sur un ordinateur. Donc, une entrée, je rappelle, c'est en fait quelque chose qu'on va récupérer
par une interface. Alors ça peut être la souris, ça peut être le clavier, très souvent c'est le clavier justement, mais une souris ça peut fonctionner également, etc., etc. Et les sorties également, attention, ce ne sont pas les affichages. D'accord ? Faire un print, c'est pas une sortie. Ça peut être une sortie, mais ça n'est pas la sortie réellement. En l'occurrence, dans un cours d'algorithmique, dans la programmation, en fait, quand on réfléchit un tout petit peu, bon, il y a les structures de contrôle, les syntaxes de base, on va dire, mais la notion fondamentale, c'est la notion de fonction. Et donc, on présentera, en tout cas moi je présenterai les algorithmes ici sous forme fonctionnelle, à savoir que les données de mon algorithme, en réalité, ce seront les arguments de la fonction. Le corps de l'algorithme, c'est le corps de la fonction, ça j'ai rien à dire là-dessus. Mais les sorties, si vous voulez, c'est pas un print, ce sera un return, ce sera la valeur retournée. Alors il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus fort de récupérer en fait la valeur retournée, c'est-à-dire le résultat du problème. Parce qu'une fois qu'on a récupéré le résultat du problème, l'afficher c'est juste un détail, vous voyez. Alors que si j'affiche le résultat, eh ben, est-ce que je peux accéder au résultat du problème? En fait, la réciproque n'est pas vraie. Ok, donc ça, il faut bien comprendre, à mon sens, je pense. Alors, c'est plutôt dans le cours de programmation qu'il faudrait comprendre cette chose-là, mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sorties, quand je parle de sortie, c'est pas un affichage, c'est une valeur renvoyée, c'est-à-dire un return. La troisième notion dont il faut parler et qu'on va, on va dire, appréhender cette année en classe de première, c'est la notion de preuve d'un algorithme. Alors là, on se rapproche une fois de plus des maths. Quand vous avez une propriété en maths, eh ben, on vous a, on va dire, rabâché depuis un certain nombre d'années que il faut s'assurer vraiment que le résultat est bien vrai. Et donc, on essaye, tant bien que mal d'ailleurs, de faire comprendre que la nécessité d'une démonstration au niveau des élèves. Quand j'ai un algorithme, j'ai envie de dire que c'est presque beaucoup plus concret le fait d'avoir justement un algorithme qui fonctionne. Il n'y a rien de pire que programmer par exemple quelque chose sur sa calculatrice et penser que le résultat sera forcément juste, ce que font les élèves d'ailleurs tout le temps quand ils utilisent la calculatrice, et se rendre compte que en fait, pour une erreur de programmation ou d'algorithmique, le résultat que nous renvoie le programme en réalité n'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que autant la démonstration en mathématiques, c'est quelque chose de très abstrait, on essaye de faire comprendre que, ah non, attention, il faut vraiment démontrer que le triangle est rectangle, que si j'ai 89,9, c'est pas 90 degrés, ce qui d'un point de vue des maths est évidemment vrai, hein, je suis pas en train de dire ça, mais très souvent les élèves considèrent que oui, bon, c'est bon, 89,9 et 90, c'est la même chose, quoi. C'est presque pareil. Voilà, donc ça reste quelque chose de très abstrait. Quand on parle d'informatique, eh ben, le fait que l'algorithme soit juste ou l'algorithme soit faux, ça va être beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que si j'écris un algorithme qui est faux, je considère que le résultat est juste alors qu'il est faux. Et donc ça peut avoir des incidences beaucoup plus concrètes à l'intérieur des programmes. Bon voilà, parenthèse fermée. Mais donc on va devoir se poser la question justement de la démonstration d'un algorithme. Et qu'est-ce que c'est qu'un algorithme d'ailleurs qui est juste, qui est bon, démontré? En fait, ça réside dans le fait que les sorties correspondent effectivement à la solution du problème, quelles que soient les données du problème. Donc j'ai un certain problème, par exemple trier un tableau d'entier, et bien quel que soit le tableau justement que je donne en entrée, à la fin, je veux que le résultat soit bien le même tableau trié dans l'ordre croissant. Il ne faut pas qu'il y ait des bugs, si vous voulez, à l'intérieur de mon algorithme. Ce qu'on appelle couramment des bugs. Mais en général, c'est plutôt des erreurs de programmation plutôt qu'un bug au sens strict. C'est des erreurs humaines, c'est ça que je veux dire, c'est pas une erreur de la machine. Alors, j'en reste un tout petit peu sur la généralité, mais vous verrez que on a des méthodes très particulières pour démontrer la validité d'un algorithme. Donc ça s'appelle les variants et les invariants. On verra ça plus tard et on essaiera de développer justement des outils spécifiques à l'informatique pour démontrer les algorithmes.
Voilà sur les généralités. Alors, la dernière chose dont il faut parler, c'est évidemment, pour moi, c'est la notion en fait fondamentale de l'algorithmique, c'est la notion de complexité. Alors, j'ai un problème donné. Je reprends par exemple mon paquet de copies que je veux ranger dans l'ordre croissant. C'est un algorithme de tri en fait, tout simplement. Mais je reprends cet exemple-là. J'ai une première méthode, par exemple, je prends la première page, hop, je la pose. La deuxième copie, je la prends, je regarde le nom et je vais la positionner par rapport aux autres. Et puis je vais faire la même chose pour toutes les copies les unes après les autres sur mon tas de copies. À la fin, théoriquement, j'ai mon paquet qui est trié. Ça, c'est une première méthode, si vous voulez. Deuxième méthode, la méthode du flemmard, mais moi j'aime bien le présenter comme ça, mais je dire, moi, il y a 36 copies, parce que les classes sont à 36 cette année, j'ai 36 copies, moi je décide, je fais non, c'est trop, j'ai pas envie de classer 36 copies, c'est trop compliqué. Donc je coupe mon paquet en deux, donc j'en prends 18 d'un côté, 18 de l'autre, et hop, stratégie, je vais demander à un élève, je lui dis, tiens, excuse-moi, est-ce que ça te dérange, toi, de trier ces 18 copies? Je demande à un autre élève également de trier les 18 copies. Après, chacun des élèves va faire ce qu'il veut, mais dans l'idée de l'algorithme, l'élève va dire 18 copies c'est trop, donc je coupe en deux, j'en prends 9 d'un côté et 9 de l'autre, et je vais demander à quelqu'un d'autre, etc., etc. Si je continue ce procédé, à la fin, il y a un élève qui va se retrouver avec une seule copie à trier. On va dire, tiens, est-ce que tu peux me trier ça? Cet élève-là va dire, ah bah oui, c'est facile, j'ai qu'une seule copie, tiens, elle est déjà triée. Et puis ensuite, il va falloir remonter pour reconstruire le paquet. Alors on pourrait se dire que la question c'est, dans ces deux méthodes, est-ce qu'il y en a une qui est plus efficace que l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui va être plus rapide, par exemple, ça va me prendre moins de temps? Est-ce qu'il y en a une autre également qui, on va dire, monopolise moins de personnes? Voilà. Alors, ma comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en fait, on a deux idées qui sont importantes justement dans cette notion d'algorithmique et la notion de complexité. Alors, je reviens au cours, après avoir fait ma petite parenthèse. Quand j'ai plusieurs algorithmes, en fait, j'ai un problème donné, et j'en ai plusieurs algorithmes qui permettent de répondre au problème donné. En fait, ce qu'on se pose comme question derrière, c'est lequel est le plus efficace? Première chose. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'être efficace pour un algorithme? Donc ça, c'est la notion de complexité. Alors, je vais faire un petit parallèle que j'ai fait hier en classe, en direct, mais qu'il faut comprendre. Je vais parler, je l'ai dit là tout à l'heure, en exemple, quand on va chez un commerçant et qu'on paye a priori avec une carte bleue, parce que si on paye en monnaie, évidemment, il n'y a plus rien à faire. Mais si on paye avec une carte bleue, quand vous rentrez votre carte, si vous en avez une, et puis sinon c'est celle de vos parents, mais peu importe, quand on rentre la carte dans la machine, en fait la machine va communiquer avec votre banque. Elle va s'assurer justement que il y a suffisamment d'argent sur votre compte, et vous allez taper d'ailleurs votre code confidentiel à 4 chiffres, qui va permettre de vous authentifier et de vérifier que c'est bien vous le détenteur de la carte et qu'il n'y a pas de fraude derrière. Alors il y a plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que y a un protocole entre les deux de communication, qui passe par Internet d'ailleurs les 3 quarts du temps. En fait, si quelqu'un écoute, donc lit les messages qui passent par le réseau, par exemple comme Wireshark qu'on a utilisé, qui permettait d'analyser les trames réseau. Donc on dit que la ligne est sur écoute. Bon, après, ça peut être quelqu'un de bienveillant ou de malveillant. Ce que je suis en train de raconter, c'est justement tout un domaine, alors qui est de cryptographie. Ça, c'est le domaine à cheval entre les maths et l'informatique. Et dans le langage courant, on va dire, c'est des techniques utilisées également par certains hackers. Donc j'écoute justement le message et tous les messages qui vont passer sur le réseau. Quand vous envoyez votre code secret et les données de la carte, en fait, ce que vous voulez, c'est que les messages soient cryptés. C'est-à-dire que même si vous avez justement la possibilité de lire le message, la suite de 1 et de 0 que vous récupérez n'a aucun sens et vous êtes incapable justement de reconstituer le numéro de la carte bleue et son code bancaire.
Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a un algorithme derrière, vous imaginez bien, mais bon voilà, c'est pas juste un simple protocole type IP et TCP comme c'est sur Internet. Hein. Bon, on pourrait dire que c'est un protocole de sécurisation, de cryptage, mais il y a un peu plus que ça derrière. Ce qui est très intéressant, c'est que la sécurité du protocole qui est utilisé, donc le système utilisé pour crypter les données, c'est le système qui s'appelle RSA, donc des initiales justement des inventeurs, on pourrait dire, mais bon, ils étaient trois à travailler dessus, ils ont eu des résultats conjoints, enfin voilà. Voilà, des gens qui ont déposé le système. Alors, ce système, la sécurité en fait du système est basée sur un problème très simple. Le problème est, je vous donne un nombre entier, 113 par exemple, et je vous pose la question, est-ce que ce nombre est premier? S'il est premier, bah, vous me dites oui, et s'il n'est pas premier, bah, dites-moi dans quelle table il est. C'est P fois Q, et P vaut combien, Q vaut combien. Ce problème qui est très simple, quand je vous donne 113, bah, il y a des algorithmes, il y a plein de choses assez faciles à faire, qui permettent de donner les résultats. C'est un problème qui devient très très compliqué quand le nombre devient grand. Et il devient même tellement compliqué que, à partir d'une certaine taille, pas beaucoup, hein, on va dire une vingtaine de chiffres, je ne sais plus à combien exactement on est aujourd'hui, mais on est dans ces eaux-là. Si je vous donne un nombre donc avec 20 chiffres, donc il y a quand même pas mal de chiffres, hein, c'est quand même un grand nombre, mais ce problème devient, alors, j'ai pas envie de dire insoluble, parce qu'il n'est pas insoluble, on sait faire tourner les algorithmes dessus, mais il est insoluble dans un temps limité, on va dire. C'est-à-dire que vous avez beau mettre l'ensemble de tous les ordinateurs du monde en réseau, les supercalculateurs, tout ce que vous voulez, les ordinateurs les plus puissants, c'est pas un problème. En fait, vous serez incapable d'avoir le résultat de votre algorithme. Donc il est lancé, il peut tourner, alors soit un jour vous avez de la chance et vous récupérez le résultat, mais très probablement vous avez le temps de mourir une fois, 2 fois, 100 fois avant d'avoir le résultat. Alors, pourquoi je raconte tout ça et pourquoi j'en parle pendant un certain temps? C'est pour bien comprendre que, en fait, la notion de complexité, elle est au cœur justement de la sécurité de ce système-là. Si on n'avait pas ce système-là, enfin, si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure, mais si le problème n'était pas exponentiel en termes de complexité, on aurait abandonné le système très rapidement. J'ai un deuxième exemple qui va dans le même sens, c'est l'utilisation d'un dictionnaire. Un dictionnaire, quand vous cherchez un mot dans le dictionnaire, vous avez appris à chercher un mot dans le dictionnaire en classe de CE1. Depuis la classe de CE1, bah, vous savez chercher un mot dans le dictionnaire. Et l'utilité du dictionnaire, en fait, est très liée à un résultat d'algorithmique pur et dur, qu'on verra plus tard, pour l'instant, j'en parle pas trop, mais comment vous faites pour chercher un mot dans le dictionnaire? Bah, vous ouvrez en deux et vous regardez si c'est dans la moitié de gauche ou dans la moitié de droite. Et puis vous répétez l'opération un certain nombre de fois. Et il s'avère que, bah, avec très peu d'opérations, en répétant cette opération plusieurs fois, j'obtiens très rapidement le résultat. Si il fallait répéter une centaine, 200 fois la même opération avant d'obtenir le résultat, le dictionnaire, on aurait clairement abandonné, hein, ou en tout cas on aurait choisi une autre méthode pour chercher justement un mot dans le dictionnaire, on aurait présenté les choses autrement. Même chose, hein, le dictionnaire, ici, l'utilité du dictionnaire est intimement liée à un résultat de complexité. Voilà, donc je termine mes parenthèses, mais je vous inviterai à réécouter en fait ce cours-là une fois qu'on aura tout vu, de le revoir depuis le début et de comprendre bien ce qui se passe derrière. Alors, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le concret en termes de complexité. Donc là j'ai fait beaucoup de généralités. Je vais prendre un exemple justement sur la somme des entiers de 1 à n. Alors, on va manipuler un tout petit peu justement cette somme. Donc j'ai pris un exemple, j'ai pris 1 plus 2 jusqu'à 10. Voilà, la somme des entiers de 1 à 10. Ma question est... Alors, ma question n'est pas quel est le résultat, parce que le résultat je m'en fiche. Ma question c'est comment obtenir le résultat.
Alors, la première méthode, tout simplement, c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on fait du calcul mental. Si je vous demande de calculer cette chose-là, eh ben, vous allez calculer a priori de proche en proche. Alors quand je fais l'activité, il y en a un ou deux justement qui va me... Donc il va utiliser une astuce, mais c'est l'astuce de la démonstration. Il va faire celui-ci et celui-ci, celui-ci et celui-ci, celui-ci et celui-ci, 3 et 8. Ça fait 11, 4 et 7 ça fait 11, 5 et 6 ça fait 11. Et je compte combien il y a de fois 11 et puis j'obtiens mon résultat. Donc ça c'est la deuxième méthode, pour l'instant j'en parle pas. Donc ma méthode va être très naïve, tout simplement. Alors, au début, je pars, j'ai 0, S ici va correspondre à la somme. Et au fur et à mesure, je vais donc rajouter à cette somme, hein, on fait un petit peu, c'est un peu comme les... ça me fait penser aux... Comment s'appelle, aux effectifs cumulés croissants en statistique, c'est exactement le même principe. Au fur et à mesure, on rajoute justement la valeur courante. Donc ici, je pars de 0. Donc je vais sélectionner ici ma valeur 1. Ok. Ma valeur précédente, c'était 0. Je rajoute 1. Donc là, je gomme. J'obtiens donc 1 à cet endroit-là. Hop. Je me suis trompé de couleur. Petit détail technique. Tac. On va aller reprendre ici la somme 1. Très bien, donc ça je mémorise d'ailleurs. Ça en fait c'est ce qui se passe dans mon cerveau, hein, c'est la mémoire. Ensuite je prends le deuxième nombre, ok, donc cette fois-ci, hop, je prends le rouge. Je vais prendre 2, 1 plus 2 ça fait combien? Ça fait 3, donc je vais remplacer justement ici dans ma somme par 3. Et je vais faire cette chose-là, au fur et à mesure, je rajoute chaque fois chacune des valeurs. Ok, etc. etc. J'en fais une dernière. Je prends 3. J'avais 3 dans ma somme précédente. Je vais donc remplacer. 3 plus 3, ça me fait 6. Et j'obtiens donc 6 dans ma somme. Et si je continue justement de proche en proche, ici, bah, j'obtiens mon résultat. Alors ça s'écrit assez facilement d'un point de vue d'algorithmique. Hop, ce n'est pas le bon fichier, excusez-moi. L'algorithme correspondant, il est ici. Alors je vais cacher la suite. Donc somme entier de n. Donc ça j'ai besoin d'un argument, c'est la valeur de n. D'ailleurs je n'ai pas rajouté ici, mais je renvoie ici une valeur entière. Il faudra que je corrige sur le cours. Donc ici j'utilise une notation, on va dire, où on est censé déclarer le type des variables. Donc ça c'est plutôt orienté dans un langage comme le langage C. En Python, je rappelle, on n'a pas besoin de déclarer le type des variables. Mais bon. Alors, donc, S prend pour valeur 0. Hein, j'initialise la somme à 0. Et ensuite, je vais faire une boucle. Je vais donc parcourir pour i variant de 1 à n. Ici, je commence bien à n. Je vais donc j'affecte à S la valeur de S plus i. S étant la valeur précédente de ma somme, I étant la valeur courante, donc je rajoute la valeur courante. Donc ça c'était en rouge en fait dans la petite animation là à côté. Hop, donc c'est les valeurs qui sont courantes. I va prendre toutes les valeurs de 1 à n. Et S étant la valeur précédente, donc c'était la valeur qui se situait ici en vert. Ok ? Voilà donc un algorithme, un premier exemple d'algorithme, et à la fin, je renvoie la valeur dans S, la valeur contenue dans S, qui correspond à la somme des entiers de 1 à n. Alors, ce que je propose juste, c'est de compter le nombre d'opérations. Donc là, j'ai une affectation, donc ça va compter pour une opération. Ici, pour i variant de 1 à n, alors i va prendre valeur 1, ensuite je vais passer à 2, donc j'additionne une valeur 1 à chaque fois. Hein, donc si vous voulez, à chaque passage, chaque modification de la valeur de i, j'ai une opération d'addition en plus. Ici, j'ai une addition, une affectation, donc ça m'en fait une, 2, et si je compte en fait à chaque fois l'addition qui est cachée dans la boucle pour, j'ai 3 opérations à chaque passage dans ma boucle. Si j'ai 3 opérations à chaque passage dans ma boucle, et que je répète cette boucle, je fais n passages, au final j'ai donc 3n, 3 fois n opérations, et plus 1 pour ma première affectation. Donc cet algorithme, je vais parler de coût pour l'instant. Le coût de cet algorithme en fonction de la valeur de n, c'est 3n plus 1 opérations.
Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour calculer la somme des entiers de 1 à 10, j'effectue 31 opérations. Pour calculer la somme des entiers de 1 à 100, j'en utilise 301. Et pour calculer la somme des entiers de 1 à 10 000, c'est-à-dire 10 puissance 4, ben je fais 30 000 une opération. Ok? Ça, c'est mon premier algorithme. Alors j'ai un deuxième algorithme, alors je vous ai donné l'idée, hein, tout simplement c'est pour calculer la somme, alors ça c'est plutôt de l'idée de la démonstration d'ailleurs, mais quand je prends 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 petits points jusqu'à n, eh ben en fait les maths, et plus précisément les suites arithmétiques du cours de maths, pour ceux qui connaissent, me donnent une formule. D'accord? Donc les cours sur les suites arithmétiques donnent la formule suivante. Si je prends la somme des entiers de 1 à n, donc ça je rappelle c'est la somme des entiers de 1 à n, j'ai une formule qui me dit n fois n plus 1 sur 2. C'est ce que je présentais justement quand je fais ça plus ça, ça fait n plus 1, quand je fais ça plus ça, ça fait n plus 1, ça fait n plus 1, ça fait n plus 1, etc. etc. Et combien j'en ai exactement? Ben, j'en ai n sur 2. Alors je caricature, mais cette formule est tout à fait valable et se démontre de manière beaucoup plus rigoureuse avec les suites arithmétiques. Alors la grosse différence, c'est que là vous avez une somme. Donc j'aime beaucoup cette notation. Alors, d'un point de vue des maths, elle a un intérêt, mais j'aime beaucoup cette notation parce qu'elle a un vrai intérêt d'un point de vue algorithmique. Si vous voulez, là, c'est somme de i est égal à 1 à n des i. Bah, regardez ici, pour i variant de 1 à n, je rajoute i à chaque fois. Donc, si vous voulez, on pourrait traduire, il y a une correspondance directe d'un point de vue algorithmique entre cette écriture-là et la manière dont on écrit l'algorithme. Donc là, j'ai une somme, et ici, j'ai plus de somme. Qu'est-ce que ça va changer? Vous allez me dire, bah, pas grand-chose. Ben, en réalité, en termes de complexité, ça change tout. Pourquoi? Parce que quand j'utilise cette formule, combien j'ai d'opérations? J'ai une addition ici, j'ai une multiplication ici, et j'ai une division ici, par 2. Donc si j'écris l'algorithme correspondant, que je détaille volontairement en 3 étapes, S prend pour valeur n plus 1, S prend pour valeur S fois n, et S prend pour valeur S sur 2. En termes de coût, ici j'ai une addition, une multiplication, une division et 3 affectations. Donc ça veut dire qu'au total, j'en ai 6 opérations. Alors pourquoi ça change tout? Parce que vous voyez ici, ça dépendait de n. C'est-à-dire que plus la somme était grande, plus le nombre d'opérations était grand. Ici, que je prenne n est égal à 10 ou n est égal à 100 000, le nombre d'opérations, il reste égal à 6. Alors, évidemment, on pourrait rétorquer que, ah oui, mais quand n est grand, si vous voulez, une multiplication avec des grands chiffres, ça prend plus de temps qu'une multiplication avec des petits chiffres. Alors, c'est tout à fait vrai, parce qu'effectivement, ça se passe comme ça concrètement, dans l'ordinateur, mais quand on va parler d'algorithmique, on ne va pas s'intéresser justement à ce genre de détails, on va juste considérer qu'une multiplication, elle a un certain coût, et on va considérer ça comme 1. Ce sera notre unité d'opération élémentaire. Mais donc cet exemple est intéressant parce que déjà on a plusieurs algorithmes et puis on a deux algorithmes justement qui sont très différents en termes de complexité l'un par rapport à l'autre. Ok? Voilà, ça c'était pour introduire vraiment cette notion de complexité. Donc j'ai donné des exemples concret de la vie courante où la notion de complexité était intéressante. Et si on a un exemple d'algorithme et de calcul de complexité, jeudi justement, pendant la séance de cours, on fera ce genre de petits calculs. Je vous donne des algorithmes et l'objectif c'est de calculer le nombre d'opérations. Alors je reviens maintenant sur des généralités. J'en ai parlé tout à l'heure en introduction, là, ici. Que quand je parlais de l'efficacité, je reprends mon exemple de triage de copies. Si vous voulez, quand je demande à l'intégralité de la classe de participer au tri de mon paquet de copies, on peut considérer que ça prend quand même beaucoup de ressources et que c'est peut-être plus rapide en termes d'efficacité, en termes de temps passé, mais vu que je monopolise plus de personnes, on pourrait considérer que ça a un coût quand même un peu plus important. Donc en fait, on a
Alors c'était une caricature, un tout petit peu, parce que c'est pas tout à fait ça, mais on a deux types de complexité. La première, c'est la complexité en temps. Donc je compte le nombre d'opérations élémentaires effectuées au cours de l'algorithme, c'est ce qu'on vient de faire ici. Hein. Mais j'ai une deuxième complexité qui est intéressante, c'est la complexité en espace. Hein. On a certains algorithmes qui sont très très efficaces, par contre en termes de place mémoire utilisée, ils sont quand même très gourmands. Je vais donner un exemple, alors qui vous concerne moins parce que vous programmez en Python et qu'on fait un petit peu moins de graphiques. Mais mes élèves d'ISN qui font beaucoup de graphiques avec la bibliothèque SDL, c'est l'équivalent en fait de ce qu'on a pu voir dans TK-Inter, pour tracer un quadrillage par exemple dans un jeu d'échecs, voilà. Ils veulent tracer un quadrillage. Ils m'utilisent en général genre 16 points pour tracer ce quadrillage, alors qu'en réalité j'en ai besoin que de 2. Donc c'est vrai que la mémoire, elle devient de plus en plus, on va dire, conséquente, mais vous êtes confronté, par exemple, sur vos ordinateurs de la région, à ce genre de problème. Hein. Très rapidement, l'ordinateur est quand même pas la taille n'est pas immense, et du coup très vite on se retrouve bloqué. Si vous avez des tablettes ou des téléphones également, sur les smartphones, on est quand même assez souvent confronté à ce problème-là, où très rapidement en fait on sature en mémoire. Et bien c'est une deuxième forme justement de complexité qui peut être intéressante à évaluer. Alors, dernière remarque, ces deux notions sont évidemment pertinentes pour des données de grande taille. Je répète mon exemple, si pour tracer un quadrillage on utilise 16 points au lieu d'en utiliser 2, bon, quand bien même chaque point est stocké sur 2 fois 2 entiers, un entier étant sur, allez, je compte très large, 16 octets, non, en général c'est 4, mais 16 octets ce serait des très très grands nombres entiers déjà. Ça change pas grand chose en termes de mémoire, hein, c'est ridicule. Donc en fait, cette notion, elles vont être très intéressantes quand en fait la taille de la donnée est très grande. Je reprends mon exemple en dessus. Hein. Ici, quand n vaut 100 000, j'ai 300 000 opérations pour là. Dans le deuxième cas, avec le deuxième algorithme, j'en ai 6. Donc là, le temps d'exécution est toujours le même, il est constant, alors que là, le temps d'exécution, il dépend justement de la taille de ma somme. Alors, je vais faire un petit parallèle quand même aux maths. Alors, vous en avez déjà parlé un tout petit peu dans le chapitre sur les suites numériques. Vous avez parlé intuitivement, en tout cas, de cette notion de limite, c'est-à-dire quand n devient grand. Qu'est-ce qui se passe? On s'en est rendu compte également, on a travaillé également sur ça, quand on a parlé des ensembles de l'ensemble de Mandelbrot et des ensembles de Julia, hein, on s'intéressait au comportement justement asymptotique, à savoir quand n devenait grand, quand n tend vers plus l'infini. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de complexité, en fait, c'est exactement ça qui se passe dans toutes ces formules. Ce qui nous intéresse, c'est savoir ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini. Donc l'année prochaine, ce sera un petit peu plus pratique parce que vous connaîtrez la théorie sur les limites, mais je suis obligé de vous en parler pour dire qu'il y a quand même une très très grosse passerelle. D'ailleurs, on est un petit peu coincé pour manipuler les complexités correctement parce qu'il manque des outils. Alors c'est pas spécifique à la première parce qu'en terminale c'était pareil, mais dans le supérieur en général on a des notations et on va dire une boîte à outils mathématique qui est largement plus conséquente et ça permet d'utiliser d'autres notions. Donc il y a des choses que je présenterai, que je dirai intuitivement, pas rigoureusement, mais c'est pas parce que c'est pas faisable, c'est juste parce que en fait on n'a pas les outils pour l'écrire correctement. Donc dernière chose, en général la complexité s'exprime comme une fonction de la taille n de la donnée. Donc là typiquement je rappelle cette fonction par exemple en termes de fonction des maths, c'est une fonction qui est affine. D'accord? Et ici j'ai une fonction qui est constante, égale à 6. Alors nous on s'intéressera essentiellement à la complexité en temps. Pas que la complexité en espace soit pas intéressante, mais c'est vrai que la plupart des résultats et des problèmes, surtout qu'on a, c'est sur la complexité en temps. Voilà, donc, non, j'ai encore une petite chose à raconter. Voilà, j'ai encore quelques petites généralités. Alors c'est plutôt sur le calcul de la complexité en temps. Donc ça, je le rappellerai jeudi pour la séance de TD. Mais
les règles de calcul justement du temps d'exécution. Donc le temps d'exécution d'une affectation ou d'un test est considéré comme constant. On considérera que ça vaut 1 d'ailleurs. Et on ne fait pas de distinction d'ailleurs, une affectation ça vaut 1, une multiplication ça vaudra 1 également, etc. etc. Alors qu'évidemment les deux opérations ne sont pas les mêmes, d'un point de vue enfin on va dire d'un point de vue électronique même on pourrait dire, mais on considérera ça comme identique. Le temps d'une séquence d'instructions, donc quand j'ai plusieurs instructions les unes après les autres, eh ben je fais la somme de chaque temps d'instruction qui la compose. Donc si j'ai une première instruction qui fait 3 opérations, la deuxième qui m'en fait 5, et ben au total j'en ai 3 plus 5 égale 8. Le temps d'un branchement conditionnel, donc là c'est un peu plus intéressant, si j'ai un si alors sinon, et ben en fait ce que je dois évaluer en fait c'est le temps que ça me prend, j'ai envie de dire, dans le pire des cas. J'en parlerai un tout petit peu après. C'est-à-dire que j'ai une partie alors, j'ai une partie sinon, et ben je choisirai la valeur maximale des temps d'exécution entre la partie alors et la partie sinon. Je prendrai le pire des cas, donc c'est-à-dire le temps maximal que ça pourrait me prendre. Et ensuite, quand j'ai une boucle, le temps d'exécution d'une boucle, c'est égal à la somme du coût du test et du corps de la boucle. Je rappelle ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand j'avais ma boucle ici, j'avais deux opérations, mais attention ici, si vous voulez, alors c'est pas un test ici, c'est une addition, j'additionne 1, mais ça revient exactement au même, donc j'en ai 1, 2 et 3. Donc 3n au total. Ça, c'est les règles de calcul. Alors, ça paraît tout à fait naturel, mais ça vaut le coup quand même de les écrire. Ok, alors dernière chose, justement, quand on parle de complexité, alors là on rentre un tout petit peu plus dans les détails concrets. En fait, on a 3 types de complexité en temps. On évaluera, en tout cas systématiquement, la complexité dans le meilleur des cas, c'est-à-dire en fait, quand est-ce que j'obtiens le résultat en un temps minimum. On utilisera également, on déterminera la complexité dans le pire des cas, étant donné là c'est le temps maximal justement d'exécution qu'on peut avoir. Et le dernier qui nous intéresse a priori également, c'est la complexité en moyenne. Alors il faut les définir un tout petit peu rigoureusement, ces 3 complexités-là. Alors c'est quand même à peu près faisable avec les outils que vous avez d'un point de vue du cours de maths, mais bon, voilà. Je vais préciser un tout petit peu les notations. Donc j'ai un algorithme que je note A, que je vais appliquer sur un ensemble de données de taille n. Donc à chaque fois, ici, je vais exprimer ça en fonction de n étant la taille des données. Donc ici, j'ai un ensemble fini de données, puisque a priori, alors quand je dis un ensemble fini, attention, voilà, attention, il faut être un peu rigoureux de savoir de quoi on parle, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un nombre fini de données à tester, et et je note coût indice A de D, c'est le coût de l'algorithme A sur la donnée que je note petit d. Donc la complexité dans le meilleur des cas, comment je note ça? Ça va être le minimum de tous les coûts, justement, de l'algorithme A sur une certaine donnée petit d, pour D appartenant à l'ensemble des données. Alors je pourrais avoir un ensemble infini, auquel cas la notion de minimum et de maximum ici, enfin voilà, là c'est plus des problèmes de maths, des définitions rigoureuses. Mais donc là je considère que j'ai un ensemble fini de données. De la même manière, la complexité dans le pire des cas, ce sera le maximum parmi tous les coûts sur les données de taille n. Et ma complexité en moyenne, alors de ce que j'ai compris hier, c'est que vous étiez en train de parler des variables aléatoires justement dans le cours de maths. Donc ici on a une formule justement de la complexité en moyenne qui est identique et tout à fait similaire à la formule de l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, c'est la somme sur i des xi pi, pi étant la probabilité d'obtenir la valeur xi, et je multiplie par la valeur en question xi. Pour ceux qui ne font pas spécialité maths, c'est pas grave, c'est la même formule que vous avez vue en seconde, alors non pas en probabilité mais en statistique cette fois-ci, pour calculer la moyenne. Alors en général on ne s'en souvient pas de cette formule parce qu'on a très rarement quand même les fréquences, on a très souvent les effectifs, mais si je dois calculer la moyenne à partir des fréquences,
et des valeurs, et ben je fais somme de i est égal à 1 à n des xi fois fi. Alors fi serait plutôt cette valeur-là, et xi ce serait la valeur-là. Ok? Donc comment je calcule cette complexité en moyenne? Ici, je vais faire la somme sur toutes mes données de taille n. Alors ici, même chose, hein, il faut que j'ai un ensemble fini, parce que sinon, cette définition-là, bon, on va dire que c'est clairement hors programme. Donc je fais la somme sur toutes mes données de taille n de chacun des coûts multiplié par la probabilité d'avoir exactement cette donnée. Alors en général, cette complexité, elle est quand même difficile à exprimer parce qu'il faut faire des probas. Alors j'essaierai de vous donner les résultats sans aller trop rigoureusement, on va dire, dans la démonstration. Ce qui m'intéressera davantage, c'est d'avoir un petit peu une vision intuitive de ce qui peut se passer. Voilà, alors une fois qu'on a défini ces différentes complexités, alors j'ai dit que c'était une fonction de la taille n de la donnée, et ben vous avez un certain nombre justement de une classification des fonctions, les unes par rapport aux autres. Alors vous démontrerez tous ces résultats-là en classe de terminale en parlant de limites, mais pour l'instant, je ne peux pas m'empêcher de vous donner quand même cette classification et cette hiérarchie, si vous voulez, entre les temps d'exécution, justement, d'algorithmes. Donc, vous l'avez peut-être compris, mais le plus intéressant, c'est les algorithmes en temps constant. Si le temps est constant, ça veut dire que, quelle que soit la taille de la donnée, le temps d'exécution reste le même. Alors ensuite, on a un algorithme, les algorithmes qui sont logarithmiques. Alors oui, très clairement, personne ne connaît cette fonction de logarithme, vous la verrez justement en classe de terminale, mais il faut savoir que je ferai référence un certain nombre de fois à cette histoire de logarithme que vous ne connaissez pas. Alors je traiterai ça de manière un tout petit peu détournée, je vais tricher, hein, mais n'empêche qu'on en a besoin, c'est obligatoire. Ensuite, on a les algorithmes type linéaire. Alors quand on dit linéaire, ça sous-entend affine ou linéaire, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que cet algorithme-là, ici, avait un temps d'exécution linéaire. Alors, pour vous donner une autre vision des choses, le fait qu'il y ait plus 1 à la fin, on s'en fiche, hein. Parce que quand la taille de la donnée c'est 100 000, quand n vaut 100 000, que ce soit 300 000 ou 300 001 opérations, si vous voulez, le 1, pour utiliser un terme de physique, est franchement négligeable. Donc c'est la même chose que si c'était 3n. Pareil, tout ça, ça se formalise concrètement quand on parle avec des notions mathématiques. Ok, donc linéaire. Ensuite, polynomial, donc je rappelle polynomial, ça peut être n au carré, n au cube, je multiplie par des coefficients, etc., etc. Et il y en a un dernier, alors ceux qui font la spécialité maths, vous connaissez cette fonction du cours de la classe de première, exponentielle. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, vous connaissez au moins le terme d'une croissance exponentielle dans on va dire, le langage courant, en français, mais peu importe. Une croissance exponentielle, c'est quelque chose qui va croître extrêmement vite. Et c'est-à-dire qu'il suffit d'augmenter un tout petit peu la taille de ma donnée pour que le temps d'exécution devienne absolument astronomique et qu'on soit incapable d'obtenir le résultat. Voilà, donc vous pourrez vous y référer au cours des exercices et des TD de cette classification. Alors il en existe entre deux, hein, que je ne présente pas, mais là au moins vous avez le nom, on va dire, des grandes classes justement de complexité. Donc je vais arrêter la vidéo pour l'instant et je vais faire une deuxième vidéo avec les premiers exemples d'algorithmes simples. Voilà, j'espère que ce cours a été à peu près clair et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.